Bonjour à tous. Quand je donne une conférence dans un colloque agricole, je me sens toujours un petit peu comme un intrus. Je suis comme le seul qui ne donne pas des trucs pour améliorer la production. Mais il reste que la santé des producteurs, c'est quand même un volet important. Et même ce qu'on a présenté juste avant, je devais justement faire un projet sur la santé avec Léon Étienne Parent, qui n'a pas été subventionné parce que l'organisme subventionnaire ne finançait pas les volets santé, mais il reste qu'on voit que c'est quand même important. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, de l'exposition aux pesticides, et c'est le fun parce que je vais avoir des données qui sont propres à votre milieu. On essaie souvent de dire aux gens, il faut se protéger, il faut faire attention, sans données concrètes qui leur montrent qu'ils peuvent effectivement être exposés. Et aujourd'hui, on va voir un projet pilote dans la pomme de terre qu'on a réalisé. Et par la suite, je vais vous parler un peu de l'importance de la prévention, comment se protéger. Brièvement, bien sûr, compte tenu du temps, mais on va regarder quand même les points importants. Donc, c'est un projet qui origine d'une demande de la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean au MAPAC, qui nous a demandé si on pouvait, en raison de l'expertise qu'on avait en mesure de l'exposition des travailleurs, faire un projet d'exposition dans la pomme de terre. La demande au MAPAC de subvention a été faite par les producteurs de pommes de terre, de façon à impliquer tous les intervenants. Et c'était aussi une problématique qui s'inscrivait dans toute la démarche de la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, où une des actions ou un des objectifs principaux est de diminuer l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Donc, au niveau méthodologique, pour ce projet pilote, et je dis bien projet pilote, là, parce qu'on a suivi 9 producteurs, alors qu'on aurait aimé, dans un projet plus élaboré, en faire davantage, qu'on espère faire plus tard. Donc, il fallait d'abord choisir un produit sentinelle. Pourquoi sentinelle? C'est qu'on utilise beaucoup de pesticides et c'est pas si simple que ça, mesurer l'exposition aux différents pesticides. Donc, on pose le postulat que l'exposition à un produit qui est beaucoup utilisé et qui a des caractéristiques toxicologiques importantes peut être représentatif du potentiel d'exposition à d'autres produits qu'on va manipuler ou utiliser dans le cadre de nos productions culturelles. Le mancozeb était un produit de choix parce qu'il était beaucoup utilisé, donc on n'avait pas à se poser la question est-ce qu'il va y avoir des applications, est-ce qu'on va réussir à faire le projet. Et d'autre part, il y avait des caractéristiques toxicologiques intéressantes entre guillemets, là, parce que c'était un produit qui était, je pense, représentatif d'un risque plus important du fait que, d'une part, c'est un sensibilisant cutané, peut avoir des effets d'allergie sur la peau. C'est un cancérigène probable chez l'humain selon les évaluations de l'EPA aux États-Unis. Un potentiel d'effet sur les gènes, un potentiel génotoxique, et c'était aussi un perturbateur endocrinien potentiel. Donc, j'en mets pas dans mon café. On était capable aussi de le mesurer dans l'urine des travailleurs. On ne voulait pas faire de prise de sang, c'est compliqué sur le terrain, c'est invasif pour les producteurs. Et on pouvait très bien mesurer l'éthylène thiourée, le métabolite du produit dans l'urine. Et c'était aussi une méthodologie qu'on avait validée dans d'autres projets, donc on connaissait bien. Et ce qui est encore plus important, on voit beaucoup de projets où les gens ont des données et ils ne peuvent pas les interpréter. Ils disent, oui, ils sont exposés, mais qu'est-ce que ça représente, par exemple, par rapport à une exposition de la population générale ou par rapport à des données de travailleurs non exposés, et on avait ce type d'informations-là. Au niveau du protocole d'échantillonnage, on a demandé aux gens de nous fournir 2 échantillons témoins là, à quelques jours séparés, de quelques jours, en période de non-exposition. Donc, en période où il y a eu au moins 2 semaines avant le début des travaux ou à la fin du début des travaux en saison, sans avoir utilisé le produit ou manipulé le produit. En période de production, donc lorsqu'on a travaillé avec le produit, on a demandé aux gens de nous fournir
un échantillon de leur première urine du matin le lendemain d'une application, donc le lendemain d'un travail avec le produit, pour s'assurer que ce qu'on mesurait, c'était associable au travail qui avait été fait la veille. On sait qu'on peut retrouver chez la population générale des niveaux de pesticides dans l'urine ou dans le sang qui vient de l'alimentation, donc de la consommation de fruits et légumes. Et souvent, il y a des études où les gens ne sont pas capables de différencier ce qui est le bruit de fond lié à l'alimentation ou l'exposition. Donc, dans notre cas, on voulait s'assurer que ce soit lié à la période de travail. Donc, on a demandé aux gens de faire 5 répétitions, 5 journées de recueil d'échantillons d'urine dans l'été. Et les participants devaient aussi répondre à un questionnaire sur les pratiques de travail, et on va en discuter plus loin, de façon à voir qu'est-ce qui pourrait expliquer les mesures ou les expositions qu'on va mesurer. On a eu 9 participants. J'ai parlé d'un projet pilote des secteurs de Péribonka et de Saint-Ambroise, donc 6 applicateurs, des gens qui faisaient et le mélange et l'application, généralement, et 3 personnes qui ont fait du suivi de culture ou du dépistage. Donc, au niveau de l'analyse, je l'ai dit, on a comparé avec des valeurs témoins, mais aussi avec des valeurs qu'on retrouve dans la population, donc qui sont obtenues à partir d'une étude populationnelle pour les Canadiens, population canadienne générale, donc 61 échantillons qu'on avait dans la population générale. Là, on va passer aux résultats. Je vais vous passer une série de graphiques. Je vais essayer d'aller vite, mais ce qui est important de comprendre, les 5 premières colonnes qui s'appellent « Travail » sont les résultats obtenus le lendemain de l'échantillon. La colonne suivante, moyenne, c'est la moyenne des 5 échantillons qu'on a eus. Les témoins sont les valeurs témoins observées chez le travailleur et la valeur témoin de la population générale. Donc, déjà, avec ce premier exemple, on peut voir que suite à l'utilisation du produit, dans certaines journées de travail, le travailleur ici a été exposé à près de presque 150 fois une valeur mesurée dans la population générale et presque 125 fois là, les valeurs de ces échantillons en période de non-exposition. Donc, on peut dès lors voir qu'effectivement, ce n'est pas de la fabulation de dire aux gens il faut essayer de se protéger parce qu'on peut effectivement être exposé aux produits lorsqu'on les manipule d'une mauvaise façon. Et ici, on n'est pas nécessairement à des niveaux, là, en microgrammes par litre, qui ont pu créer des effets aigus, donc des effets instantanés. Mais si vous vous souvenez de la diapo que j'ai présentée auparavant, où on parlait de cancérigènes, d'effets endocriniens qui peuvent affecter la reproduction notamment, d'effets génotoxiques, ce sont des effets à long terme. Et c'est souvent ces effets-là qu'on craint le plus, parce que les effets aigus, là, je renverse le produit, j'en ai sur la peau, j'ai des malaises, on les connaît bien. Mais ces effets chroniques-là à long terme, on les connaît moins bien. Et on n'est pas exposé qu'à un produit, mais à plusieurs produits à la fois. Un deuxième exemple d'un autre travailleur, encore une fois, le niveau est moins élevé, mais on peut voir qu'on a quand même de 20 à 25 fois, là, et même 40 fois par rapport à la population générale, là, des niveaux relativement élevés. Pas tous les jours, mais l'idée, c'est de savoir que lorsqu'on manipule les produits, il y a certaines journées ou certaines conditions qui peuvent favoriser nos expositions. Est-ce que je parle trop fort? Je suis trop près? Non, ça va? J'ai pas une voix très radiophonique ce matin parce que j'ai un bon mal de gorge et je vais essayer de toffer les 20 minutes quand même. Travailleur numéro 3, encore une fois, on voit qu'il y a certaines situations d'exposition qui, en effet, peuvent être importantes. L'interprétation est toujours la même. L'idée est de voir que chez tous nos travailleurs, on a mesuré des niveaux qui, parfois, étaient relativement élevés. Ici, le 110 microgrammes par litre, c'est quand même une journée de travail, 57 par rapport à 0,85 ou 5,3. C'est quand même des expositions qui ne sont pas négligeables.
Ici, on tombe dans la catégorie, encore préparation, application, 21. C'est moins élevé, mais on voit qu'on a toujours une différence significative entre les journées sans application et les journées avec application. Même chose ici. Ici, on peut voir qu'on a un témoin relativement élevé, 19, là, et on s'est interrogé du pourquoi. C'est sûrement pas en mangeant des fruits et légumes qu'on peut atteindre un niveau comme ça. Et en discutant avec le producteur, il nous a indiqué qu'il avait dû aller dans l'entrepôt, déplacer des choses, et probablement que c'est là qu'il s'est exposé. Au niveau du suivi de culture et dépistage, si on voit l'échelle, c'est beaucoup moins important. C'est vraiment des niveaux qui sont relativement faibles. On observe encore des expositions, mais relativement faibles. On était dans l'ordre du 50 à 150 tout à l'heure. Ici, on est à 6. Donc, oui, il y a des légères expositions, mais peu significatives. Toujours la même chose ici, où le maximum était 8,2. Et même chose ici, où même dans certains cas, les témoins ont été plus élevés. Donc, de très faibles expositions pour les gens qui ont fait, lors du projet, des activités de dépistage. Il faut comprendre que c'est un projet pilote, là, quelques travailleurs, mais c'est quand même ça nous donne quand même des connaissances intéressantes, notamment pour les gens qui font les applications où on a observé des situations d'exposition assez élevées. Donc, on a fait certains constats. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait demandé aux gens de nous fournir, répondre à un questionnaire sur les pratiques de travail. Et ce qu'on a constaté pour les applicateurs, bon, d'une part, il y a des expositions significatives, on en a parlé, mais on s'est aperçu aussi que les applicateurs portaient peu ou pas les équipements de protection individuels recommandés. Donc, déjà là, on se mettait en situation d'exposition. Les gens ne portaient pas de combinaison de travail, portaient des vêtements domestiques, là, une chemise, un pantalon, puis des bottes de cuir qui sont des beaux éponges à pesticides. Si je travaille plusieurs jours ou plusieurs heures avec des pesticides, que mes bottes, je vais au champ ou n'importe quoi, sont mouillées, mais c'est des éponges. Et ces produits-là ne disparaissent pas automatiquement. Donc, le lendemain, il y a la possibilité que les produits de la veille continuent de m'exposer. Des gants en tissu et en cuir, c'est exactement la même chose. Ce ne sont pas des équipements de protection individuelle qui protègent. Et d'ailleurs, vous avez un kiosque en arrière là, qui est très intéressant de l'ARLA qui peut vous informer sur le type de gants qu'on doit normalement porter. Les gens souvent retournaient à la maison avec leurs vêtements contaminés. Moi, j'ai fait plusieurs projets de recherche dans le passé où on a bien démontré que la décontamination des équipements, c'est extrêmement important pour éviter l'exposition. Si j'ai un vêtement de travail que j'ai porté toute la journée et qu'il a été contaminé, bien, à chaque fois que je le touche, je risque d'être exposé par la peau. Et je peux contaminer mon véhicule, il fait chaud, ça s'évapore, donc c'est une façon de s'exposer aussi. Donc, le plus vite on peut enlever nos vêtements de travail qui ont servi à l'application des pesticides, bien mieux c'est. Pas toujours de protection respiratoire, ce qui est un petit peu aberrant, on va le voir plus loin dans le cadre du produit concerné, parce qu'il y a des recommandations de se protéger les voies respiratoires. Et lorsque les gens portaient des équipements de protection individuelle, bien, comme le masque ou des gants, peu importe, c'était rarement décontaminé. Donc, ce qui favorisait dans l'ensemble une exposition aux pesticides qu'on a étudiée. Si on va du côté du suivi de culture, bien, on a pu voir que les expositions au dépistage étaient relativement faibles. Par contre, on a observé que les mesures de prévention normalement attribuables à ce type de tâches-là étaient beaucoup plus respectées. Le respect des délais de réentrée, on va y revenir plus loin, mais les gens attendaient généralement que le délai prescrit pour retourner au champ soit expiré avant d'y retourner. Les gens portaient des équipements de protection. Bon, ce n'est pas des équipements de même nature, parce que là, on faisait du dépistage, mais au moins des gants, des bottes de caoutchouc, parfois un taille-bec ou un imperméable lorsqu'il y avait de la rosée, par exemple. Et enfin, les gens nous ont dit avoir nettoyé leur équipement de protection. Donc, ce n'est pas toutes les situations qui peuvent amener à des conditions de risque. Ce n'est pas tous les produits non plus qui sont très toxiques,
mais il reste que le risque va toujours être dépendant de la toxicité et de l'exposition au produit. Donc, un produit très toxique, si on est peu exposé, peut être dangereux, mais un produit de toxicité modérée, si on est beaucoup exposé, peut aussi être dangereux. Lorsqu'on regarde le mancozeb, le produit qui était utilisé, si on regarde le document de décision de l'ARLA, on précise bien que la plupart des utilisations agricoles proposées sur l'étiquette ne sont pas préoccupantes en autant que les mesures techniques de protection, l'équipement de protection individuelle et les mesures de réduction du risque soient respectées. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien sur les étiquettes qu'on fait ce genre de recommandations-là. C'est les recommandations qui vont éviter justement les niveaux d'exposition qu'on a pu voir tout à l'heure. Sur l'étiquette, on dit bien de porter des gants, une combinaison qui protège contre les produits chimiques, des lunettes de sécurité, de porter un appareil respiratoire. Bien, nos travailleurs qu'on a suivis, malheureusement, n'ont pas toujours respecté l'étiquette et on a vu qu'il y avait quand même des niveaux d'exposition. J'ai dit que nous, on a mesuré un produit, là, Sentinelle, mais dans l'équation du risque, là, on est exposé à plusieurs produits et ces produits-là, ces autres produits-là, ont aussi des effets sur la santé. On va y aller rapidement. Regardez la liste des produits que j'ai ici qui sont classés cancérigènes probables ou potentiels par les organismes d'évaluation internationale. Ce sont des produits que vous pouvez utiliser couramment. Au niveau de la reproduction et du développement, encore une liste de produits qui sont couramment utilisés, des effets endocriniens. Donc, on n'est pas exposé qu'au mancozeb, on peut être exposé à plein de produits qui peuvent avoir des effets. Et malheureusement, on connaît très peu de choses sur l'effet combiné à l'exposition de multiples produits. Donc, on peut facilement avoir de l'information sur la toxicité des produits, notamment dans Sage Pesticides, qui est gratuit, qui est sur Internet, qui est un outil où on peut aller chercher beaucoup d'informations, mais aussi sur les étiquettes des produits commerciaux pour savoir notamment qu'est-ce qu'on devrait porter pour appliquer les produits. Donc, pour compléter, malheureusement, il me reste peu de temps, je vais vous parler un petit peu des voies d'exposition et des mesures préventives qu'on devrait essayer de respecter. Au niveau de la peau, on sait très bien que c'est la principale voie d'exposition, la moins suspectée, parce qu'on s'attend toujours que c'est en respirant les produits qu'on s'expose, mais dans 80% des études, c'est 99% de l'exposition vient de la voie cutanée. Ici, j'ai mis un marqueur fluorescent dans la bouillie avant que les travailleurs utilisent leurs produits, et on peut voir que tout ce qui est en surbrillance, c'est un contact avec un contact potentiel là, avec la peau. Si la personne avait travaillé en T-shirt, imaginez-vous l'exposition. 24 heures après, une personne qui est retournée faire du suivi de culture, on peut voir encore qu'il y a des expositions potentielles. Donc, quand on parle de délai de réentrée, c'est extrêmement important de les respecter. Donc, au niveau de la protection cutanée, il faudrait toujours travailler avec des vêtements propres qui n'ont pas déjà été contaminés la veille ou auparavant, qui sont en bon état. Et quand on parle d'équipement de protection individuelle jetable, c'est jetable. Quand on parle d'équipements qui sont lavables, ils sont lavables. Mais un équipement, un taille-vec qui est jetable, je ne peux pas porter ça pendant 3 semaines, accrocher ça sur un clou dans l'entrepôt, puis le lendemain, excusez, j'ai lâché le micro, le lendemain, remettre le même vêtement. À chaque fois que je rentre en contact avec, je m'expose. Des gants, on en a parlé, il y a un beau kiosque que je n'élaborerai pas beaucoup en arrière qui peut vous informer. Des bottes de caoutchouc. Les bottes de cuir, on oublie ça. Toujours des bottes de caoutchouc et au besoin, un chapeau et des lunettes pour se protéger les yeux. Santé Canada évalue les produits selon le niveau de gravité, la toxicité faible, moyenne ou élevée. Et souvent, on va recommander une chemise à manches longues et un pantalon long pour des produits. Il y a des études récentes qui démontrent que ce n'est pas vraiment un bon équipement de protection individuelle, une chemise et un pantalon long, que souvent les produits peuvent passer au travers. Donc, moi, je conseille minimalement de porter une combinaison par-dessus cette chemise et pantalon long. Habituellement, pour ne pas se tromper, là, on prend une combinaison de type 4
pour pulvérisation et c'est très protecteur. Et dans les cas où c'est des produits à toxicité très élevée, bien, on a d'autres catégories d'équipements qui sont conçus effectivement pour... Vous avez les notes, là, vous allez avoir les noms pour les produits chimiques à toxicité élevée. Délai de réentrée, je le dis encore une fois, c'est extrêmement important. Il a été démontré dans de nombreuses études que ça pouvait diminuer de façon significative l'exposition cutanée au champ. Il y a d'ailleurs un tableau que je mets, un graphique d'habitude, je ne l'ai pas mis parce faute de temps, mais qui démontre que les maladies au champ ont diminué de presque 80% aux États-Unis, en lien avec les pesticides, bien sûr, suite à l'instauration par le Worker Protection Standard de l'obligation de respecter des délais de réentrée. Protection respiratoire, un masque à cartouche semi-facial ou complet va généralement faire l'affaire. Ce qui est à retenir ici, la cartouche avec du violet dessus, c'est généralement la bonne cartouche. Et dans des conditions où on risque d'être exposé de façon plus importante, mais un casque à ventilation assistée, ça peut être nécessaire, toujours avec une cartouche, avec du violet dessus. Pour finir, un masque respiratoire, ce n'est pas un masque anti-poussière. Un masque anti-poussière, c'est bon pour faire de la construction, c'est bon pour couper un 2x4, mais c'est aucunement efficace pour appliquer des pesticides. Et on pose souvent la question, mais quand est-ce que je les change, ces cartouches-là? Bien, idéalement, il faut les changer aussitôt qu'il y a des odeurs perçues ou après un maximum de 20 heures d'usage habituellement. Je vais conclure là-dessus et je vous remercie pour votre écoute.